Bonjour Maria-Pia Briffaut. Bonjour et merci de votre invitation, de ton invitation. Avec grand plaisir, nous allons parler en particulier aujourd'hui des enfants nés sous X. Tu es présidente de la DONCS, donc l'association pour le droit aux origines des nés sous X. Et on voulait notamment, Maria-Pia, rebondir, si je puis dire, sur une enquête parue dans Libération tout récemment, puisque c'est en date du 20 mars 2024. Oui, c'est là. Voilà, tout à J'ai fait. Et bien donc, vu il y a, enquête sur un trafic de bébés nés sous X sur voilà, la route des Flandres. Donc, enquête sur un trafic de bébés nés sous X. C'est la première partie de l'enquête de Libération et celle-là concerne le trafic franco-belge. La seconde partie sera l'enquête sur le territoire français proprement dit. d'accord. Donc, l'article notamment dit ceci, pendant des décennies, sous la pression familiale, de jeunes Belges ont été contraints d'accoucher sous X en France, puis d'abandonner leur enfant vendu à des parents adoptifs. Des récits de souffrance et d'omerta, de sentiments dissonants. C'est très intéressant parce que c'est effectivement une enquête extrêmement touffue, je crois qu'il fait 8 pages dans Libération, dont il sera évidemment fait état encore certainement dans la presse, espérons-le, plus amplement. En tout cas, c'est un beau coup de boutoir, si je puis dire, par rapport à une situation encore relativement tue. Avant de te donner la parole, je souhaitais juste également reprendre un extrait qui, à mon sens, situe bien euh, la problématique, à savoir en réalité la souffrance des mamans qui ont dû accoucher sous X. L'article dit notamment ceci. À chacun son histoire, mais en fait pas vraiment. Elles se ressemblent incroyablement, ces histoires de prise en charge de bébés qu'il faut cacher pour mieux les recaser. Au point de départ, souvent une relation adultérine, la peur du qu'en dira-t-on, ou pire, une relation non consentie, un viol qu'il faut taire, cacher, enfouir. Honte et silence, naissant sous X, drap tendu entre la mère et l'enfant en guise de frontière visuelle, cacher cet enfant, que paraît-il, m'a-t-on dit, m'a-t-on convaincu de dire, je ne saurais aimer ni élever. Frontière surtout perméable aux sentiments dissonants, frontière impuissante face à l'épreuve du temps et aux besoins de vérité charriés par les années qui passent. Car, au bout de l'histoire, c'est bien ce besoin de vérité qui surnage chez ces enfants détournés devenus grands. L'enquête de Libération pourrait contribuer à lever le secret, mais les murs du silence sont épais et les routes de campagne toujours très sinueuses. Alors essayons, si tu veux bien, Maria-Pia, d'essayer à notre petite mesure de lever une partie de ce silence. Et cette première question, du coup, que recouvre cette réalité des accouchements dits sous X? On a parfois l'impression que c'est quelque part pour rendre service à une mère qui n'est plus capable ou qui n'est pas capable tout simplement d'élever son enfant pour des raisons diverses. Mais c'est évidemment beaucoup plus, entre guillemets, subtil que ça. Oui, le droit de la femme a toujours été invoqué par la France dans les accouchements sous X. Il faut savoir que c'est le maréchal Pétain qui a permis les accouchements anonymes par un décret de 1941. Et il n'a pas été supprimé à la Libération. C'est ainsi que en France, et uniquement en France et au Luxembourg, où les accouchements sous X sont extrêmement peu nombreux, hein, il n'y en a que quelques-uns par an, c'est uniquement donc en France et quelques-uns au Luxembourg qu'est permis l'accouchement anonyme, c'est-à-dire la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser de traces de la mère ou du père, ni sur l'acte de naissance, ni sur aucun dossier. Ce qui est évidemment tout à fait en opposition avec le droit des enfants et la Convention internationale des droits de l'enfant. D'ailleurs, l'ONU, en 2016, en février 2016, a demandé à la France, dans son rapport annuel, de mettre fin à l'accouchement sous X dans l'intérêt des enfants et des mères également. Parce que si vous lisez mon livre, Les Fantines, l'accouchement sous X, une violence faite aux femmes, vous verrez que les femmes ont été très souvent contraintes d'accoucher dans l'anonymat. On ne leur a pas laissé d'autre choix.
Ces femmes qui étaient fragilisées, soit psychologiquement, soit économiquement, ne se sont pas vues donner d'autre choix que de laisser partir leurs enfants dans l'anonymat, ce qui leur interdisait de les retrouver plus tard et ce qui interdisait aux enfants de les retrouver plus tard, malgré souvent des volontés communes de la part de la mère de l'enfant ainsi que du père ou même des grands-parents, des frères et sœurs, etc. Donc, l'accouchement sous X, qui a été très souvent une contrainte pour ces femmes, elles en témoignent dans mon livre, euh, les empêche par la suite de se retrouver et de cicatriser leurs blessures ensemble. Mhm. Tout à fait. Il y a plusieurs témoignages effectivement de femmes extrêmement poignants qui sont repris dans ton livre Les Fantines, l'accouchement sous X, une violence faite aux femmes. Les Fantines, c'est en fait l'un des personnages des Misérables de Victor Hugo, si je ne m'abuse. Oui, et le titre m'a été donné par Laetitia, qui témoigne. Laetitia, qu'on a contrainte à accoucher sous X comme les autres femmes, et qui, par la suite, a très bien analysé tout ce qui lui était arrivé. Et elle m'avait dit, ne nous leurrons pas, la femme qui accouche sous X aujourd'hui, c'est la Fantine des temps modernes. Et Mhm. ce disant, elle a donné son titre à l'ouvrage. C'est ça. Et je disais à l'entame de notre échange, Maria Piat, tu es présidente de la danse. On sait très bien qu'en général, quand on occupe, je dirais, une place de cet ordre-là, ce n'est pas un hasard. Et de fait, ce n'est pas un hasard puisque tu as également écrit un livre témoignage intitulé De cœur et de sang, qui est paru aux éditions à Maltais en 2016. Tu peux nous relater un petit peu quelle est ta propre histoire à toi? Oui, donc De cœur et de sang est un témoignage sur la complémentarité des filiations adoptives et biologiques, de cœur et de sang. Alors, je suis née soi-disant sous X, vous allez voir pourquoi soi-disant, à Lille en 1955. Donc, j'ai été placée dans une famille nourricière dont on m'a enlevée à 18 mois pour me placer dans ma famille adoptive. Et là, donc, j'ai été adoptée et élevée, donc, tout à fait, disons qu'il y avait des liens affectifs très forts entre mes parents adoptifs et moi. Ils étaient mes parents, hein, aucun doute à ce sujet. Mais comme toutes les personnes adoptées, je me posais des questions sur ma famille biologique. Est-ce que j'avais des frères et sœurs? Qui étaient mes parents? Pourquoi avais-je été abandonnée? Bon, j'ai laissé ces questions sous le tapis, comme on dit, pendant très longtemps, jusqu'au décès de mes parents adoptifs. Mon père adoptif est mort alors que j'avais 19 ans et ma mère adoptive alors 20 ans plus tard, pile 20 ans plus tard, alors que j'avais 39 ans. Et à partir de là, j'ai décidé de rechercher ma famille biologique. J'ai donc consulté mon dossier à Lille, au conseil, on disait général, maintenant c'est le conseil départemental, et il n'y avait aucune information identifiante. Par contre, on m'a dit que ma mère était italienne. Il était indiqué qu'elle était italienne, petite, brune, et qu'elle ne parlait pas français et qu'elle pleurait quand on m'a emmenée. Ça m'a marqué quand même, elle pleurait quand on m'a emmenée. Et elle avait eu deux enfants avant moi. Elle avait 23 ans, elle avait eu deux enfants avant moi. Bon, point à la ligne. Pas d'autres renseignements, mais ce qui était frappant, c'est que, il n'y avait pas de procès-verbal d'abandon. Il y avait un procès-verbal d'admission à l'assistance publique qui n'était pas signé. Il y avait une croix à la place de la signature. Bon, je me demandais pourquoi il y avait une croix à la place de la signature. Et j'ai commencé donc à demander le dossier mère-enfant à l'hôpital Jeanne de Flandre de Lille. On m'a répondu que mon dossier avait été brûlé. Puis je l'ai redemandé, on m'a dit qu'il avait été noyé. Puis je l'ai redemandé, on m'a dit qu'il avait été passé au pilon parce qu'il était inexploitable. Entre-temps,
très en colère de voir que je n'avais aucune information identifiante. Moi qui ne connaissais rien au moment où j'avais commencé à rechercher mes origines, au moment où j'étais allée au Conseil général, j'ai cherché à entrer dans une association, j'ai découvert la DONCS, j'y suis entrée d'abord au bureau, puis je suis devenue vice-présidente très rapidement, puis en 2007 la présidente. Donc là, je commençais à connaître l'histoire de la naissance sous X, hein, voilà. Et pendant ce temps-là, je réclamais toujours mon dossier mère-enfant parce que je savais en tant que militante que le nom de la mère était indiqué dessus malgré les dénégations. On nous dit qu'il n'y a pas le nom de la mère nulle part, mais en réalité, l'hôpital met le nom de la mère sur le dossier mère-enfant à l'hôpital, ainsi que son numéro de sécurité sociale, etc. Imaginez qu'elle décède sur la table d'accouchement, il fallait retrouver ses coordonnées, elle ne pouvait pas rester anonyme, hein. Donc, je savais que ses coordonnées étaient dans le dossier, mais impossible de sortir ce dossier puisqu'il était brûlé, noyé, passé au pilon. Un jour de l'année 2010, en décembre 2010, j'étais toute seule chez moi et le téléphone a sonné. Il y avait au bout une voix féminine qui m'a dit Je recherche ma sœur et je crois que je l'ai vue dans vos fichiers. Alors je lui ai dit Ah bon, et quel est le nom de votre sœur? Elle m'a dit Elle s'appelle Maria Pia. Je lui ai dit Mais Maria Pia, je n'en connaissais qu'une, c'est moi. Elle m'a dit Oui, vous êtes ma sœur. Mhm. C'était ma famille qui me recherchait, qui m'avait retrouvée. Un véritable miracle, hein, ça je dois dire. Alors là, Comment tu as vécu ce coup de fil? Parce que j'imagine que ça doit être assez particulier quand même, subitement, d'être alors confronté à cette situation. j'ai mis tout à distance pour ne pas m'effondrer ou quoi que ce soit. J'ai gardé à distance. Je lui ai dit, écoutez, vous voyez au premier appel, évidemment. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Diana. Je lui ai dit, écoutez, Diana, je vous rappellerai demain soir. Et elle m'a dit après, j'avais peur que tu ne me rappelles jamais, hein, mais bon. Et j'ai réfléchi. Bon, le lendemain, je l'ai rappelé. Et à partir de là, pendant 2 mois, tous les soirs, j'ai eu un membre de ma famille au bout du téléphone, tous les soirs en rentrant de mon travail. J'ai 2 frères et 2 sœurs, beaucoup de neveux, de nièces, petits-neveux, petites-nièces. Et moi qui étais fille unique et qui n'avais aucune famille, mes parents adoptifs étant décédés, je n'avais plus de famille. Je me suis retrouvée avec toute une famille nombreuse, très ouverte, très chaleureuse, au sein de laquelle j'ai trouvé ma place tout de suite. Et un jour de février 2011, j'ai pris le train toute seule. Je suis arrivée là-bas en Haute-Savoie et ils m'attendaient tous sur le quai. Et voilà. Voilà. Et j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai retrouvé une très belle famille, une famille italienne très, très belle. Oui, ça c'est une chance. C'est pas, je veux dire, entre guillemets, donné à tout le monde de pouvoir retrouver un jour sa famille. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, Maria Pia, la quête des origines, c'est quand même, je dirais, quelque chose d'extrêmement vital, souvent essentiel dans la trajectoire de vie d'une personne. Et toi-même, en fait, au quotidien, comment tu as vécu, dans quel état d'esprit tu étais, j'ai envie de dire, même psychologiquement parlant, humainement parlant. On sait évidemment qu'un enfant qui naît a un besoin vital de la chaleur de ses parents et de sa mère en particulier, et qu'en être séparé, c'est évidemment une déchirure extrêmement profonde. Winnicott parle de l'agonie primitive lorsqu'il parle effectivement de la séparation, de l'arrachement d'un enfant de sa mère. Du coup, j'ai envie de poser la question de fait, toi, comment as-tu vécu cette rupture, cette situation? Eh bien, quand on dit arrachement, c'est exactement cela. Je crois que quelque part, on ressent un immense vide, un immense arrachement, et pourtant vous avez l'affection de vos parents adoptifs, hein. Mais personne ne compensera jamais cette perte initiale. Personne, personne. Alors, je voulais dire aussi que en retrouvant ma famille biologique, j'ai découvert que ma mère de naissance, celle qui pleurait quand on m'a emmenée, ne voulait pas du tout se séparer de moi, que l'assistante sociale m'avait emmenée et qu'elle avait fait une croix sur le PV d'abandon, ma mère refusant catégoriquement de signer, elle ne voulait pas m'abandonner, et qu'elle m'a recherché toute sa vie. Et qu'au moment où j'écrivais pour avoir le dossier mère-enfant,
Elle faisait écrire par quelqu'un parce qu'elle parlait désormais bien le français, mais par contre, elle ne l'écrivait pas bien. Elle faisait écrire par une voisine au même endroit pour avoir de mes nouvelles. On ne nous a jamais mis en relation. On me disait à moi, laissez-la tranquille, et à elle, laissez-la tranquille. Et quand ma famille m'a retrouvée, elle était décédée depuis 6 mois sur une table d'opération. Donc, on nous a séparés à jamais. Et ma mère, j'ai retrouvé sa petite tombe avec la Vierge Marie sur sa tombe parce qu'elle était très, très croyante et elle priait toujours pour me retrouver. Et voilà. Bon, et voilà. J'ai Hmm, retrouvé sa tombe. hmm, Oui, et elle ne voulait absolument pas m'abandonner, hein, absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une Fantine, comme les autres Fantines du livre. hmm. Mais j'imagine que ça doit être quand même très très émouvant aussi de comprendre les tenants et aboutissants justement de cette séparation et de comprendre aussi que, parce que pour un enfant c'est évidemment super important de savoir qu'on n'a pas été abandonné, que c'était pas une volonté, parce que la blessure d'abandon c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement vivace aussi, qui peut précisément, je dirais, être une lame de fond durant toute la vie, en ce compris la vie d'un adulte. Oui. J'ai du mal à me souvenir de ce que je ressentais vraiment avant que ma famille me retrouve. Parce que toutes mes questions, j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions en 2010 et 2011, hein, fin 2010 et début 2011. Et je décris d'ailleurs le phénomène dans De cœur et de sang. Je dis ce qui s'est passé. Ma sœur m'a appelé. Le lendemain matin, j'ai pris le RER. Je vivais en région parisienne à l'époque. J'ai pris le RER pour aller travailler sur Paris, comme d'habitude. Je suis montée dans le wagon. Et j'ai regardé avec stupéfaction autour de moi parce que tout à coup, je n'étais plus à la même place que d'habitude. J'étais à une autre place. J'avais changé de place par rapport aux autres. Mais je ne savais pas le formuler, mais je sentais que tout avait changé, tout avait basculé, d'un seul coup, tout avait basculé, ma vie avait basculé, je n'étais plus la même personne. Et j'avais changé de place vis-à-vis des autres. Et c'est un adhérent qui m'a éclairé en me disant un jour, tu sais, Maria Pia, on me demande, mais comment te sens-tu depuis que tu as retrouvé ta famille biologique? Et moi, je réponds, je me sens à ma place. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ça que je ne savais pas formuler. Tout à coup, j'étais à ma place. Voilà, c'est ça exactement. Oui, oui, ce qui dans une vie évidemment d'adulte est extrêmement important de se sentir de fait au bon endroit. Oui. Et, mais j'ai du mal à me souvenir de ce que je ressentais vraiment avant, puisque tout a été bouleversé en une seule nuit, en fait, et Hmm, je n'étais plus la même personne, je n'étais plus devant les autres, je n'avais plus les mêmes réactions, et toutes mes zones d'ombre ont été comblées brusquement, et tout a changé. Et j'ai du mal à me souvenir de la personne que j'étais autrefois. d'accord. Venons-en peut-être, Maria-Pia, à cette enquête du coup de libération. Euh, Qu'est-ce qui provoque, entre guillemets, cette enquête? Qu'est-ce qu'elle a pour objectif de révéler? Pourquoi tombe-t-elle, entre guillemets, maintenant? Tu peux un peu nous en parler? Oui. Alors, c'est un très très vaste sujet, puisque d'abord, ce qui a précédé l'enquête de libération, c'est un rapport officiel du gouvernement français qui est sorti il y a peu de temps sur l'adoption internationale, signalant tous les dysfonctionnements extrêmement nombreux de ce que l'on appelle l'adoption internationale, soulignant les pressions des pays riches sur les pays pauvres, le non-consentement le non-consentement général, pratiquement général des mères biologiques, la contrainte qui a été exercée, le fait que beaucoup d'enfants ont été vendus et tout l'argent qui a été généré par ce trafic d'êtres humains qu'est l'adoption internationale. Alors, suite à ce rapport, la presse a commencé à s'y intéresser, ce qui
qui essayons depuis longtemps d'attirer l'attention des médias sur les dysfonctionnements justement de l'adoption, que ce soit qu'on soit né sous X ou pas, finalement nous arrangeait et des personnes qui sont nées en France et qui sont passées frauduleusement en Belgique en ayant été vendues à l'âge de quelques jours, comme on en parle dans cette enquête, ont témoigné auprès de Libération. Ils ont réussi à attirer l'attention de la journaliste. Et moi, de ce fait, j'ai appelé cette journaliste puisqu'on me l'a signalé. Et la deuxième partie, j'ai obtenu la deuxième partie de l'enquête qui sortira dans peu de temps, 3 ou 4 ou 5 semaines, je ne sais pas. Elle est en train de mener cette enquête où il y aura mon histoire, mon procès, ainsi que des personnes qui témoignent, des mères dont on a enlevé les enfants de force. Mon amie Rosane, qui a été volée à sa mère et dont 8 années de procédure judiciaire ont reconnu officiellement le vol à sa mère sous prétexte d'accouchement sous X, ce sera la deuxième partie de l'enquête. Alors, nous allons faire en sorte que toute la presse reprenne ces éléments, l'adoption internationale et l'adoption nationale. Et je suis aussi en lien actuellement avec une parlementaire belge qui a été adoptée et qui était née en France et qui est passée frauduleusement en Belgique, et pour attirer l'attention de toute l'Europe sur le sujet. Et je pense que c'est un sujet mondial. C'est un trafic d'êtres humains, pas seulement la naissance sous X ou l'adoption internationale vue du côté français ou même vue du côté européen. C'est un vaste trafic de femmes et d'enfants au niveau mondial. Voilà, voilà ce qu'est malheureusement l'adoption. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de mères qui avaient abandonné volontairement leurs enfants. Ça existe, hein. Il y a des femmes qui, ne pouvant pas s'occuper de leurs enfants, les ont volontairement abandonnés. Des femmes, peu nombreuses, qui ont volontairement accepté l'accouchement sous X. La plupart du temps, elles ne l'acceptaient pas volontairement parce qu'elles ne savaient même pas ce que c'était, en fait. Si vous les interrogez, on leur a dit, on ne m'a pas dit que j'avais accouché sous X, je ne savais pas ce que c'était. Bon. Mais il y en a quand même. Il y a des femmes qui ont abandonné volontairement leurs enfants et des femmes qui ont accouché volontairement sous X. Mais par contre, tous les dysfonctionnements, tous ces dysfonctionnements au niveau français, européen et mondial sont très nombreux, hélas. Et pour ce qui concerne ces bébés volés, ce trafic entre la France et la Belgique, il faut aussi des complicités. Il y a un manque d'information dans le chef de la mer, mais il y a aussi des complicités qui rendent possible cette situation. Oui, il y a eu des complicités malheureusement de l'Église. Beaucoup des religieuses ont été impliquées, on le sait. Moi, je ne veux pas citer de nom, hein, mais on le sait, on connaît, on sait que l'Église, enfin, que des religieuses, souvent, ont facilité largement le trafic d'enfants. D'ailleurs, dans le procès de mon amie Rosane Monroe, c'est une religieuse qui s'est chargée de voler l'enfant à la mère. Comment expliquer ça en fait? Parce que les mères étaient censées être des mauvaises mères, parce que c'était des filles mères ou La mère était malade. La mère de Rosane était fiancée et non mariée, hein. Elle n'était pas mariée. Donc, avec le père de Rosane, elle n'était pas mariée avec le père de Rosane, donc ça donnait déjà certainement une justification. De plus, elle était tombée malade et de la tuberculose, et on pensait il fallait qu'elle parte en sanatorium. On ne savait pas si elle s'en tirer ou pas. Et Mhm. la religieuse a proposé à la mère de Rosane, plutôt que de mettre l'enfant à la DAS en attendant qu'elle sorte du sanatorium, elle lui a proposé de donner l'enfant à garder à une de ses amies. Et ensuite, avec cette femme, son amie, elle a fait reconnaître l'enfant à l'état civil comme étant celle de son amie. Et quand la mère de Rosen est sortie du sanatorium, on lui a dit qu'elle avait accouché sous X d'un enfant, et que c'était pas du tout cet enfant-là, et qu'elle devait laisser la famille tranquille, et sinon elle allait être condamnée par la justice, etc. Elle avait, voilà. Et ça a été reconnu par 8 années de procédure judiciaire, et il y a eu de lourdes condamnations, hein. Mais plus largement, en fait, aussi, Maria Pia, indépendamment de ce témoignage-là, euh,
il est souvent aussi question forcément de gros sous Oh oui, dans ces histoires et aussi peut-être par rapport à l'Église de morale chrétienne, parce que les femmes qui éventuellement un enfant en tant que filière ou ou dans le cadre d'une relation adultérine étaient des femmes de mauvaise vie aussi peut-être. Donc tu peux un oui, peu nous parler de cette réalité pour qu'on comprenne un tout petit peu oui. les entre guillemets les motivations qui ont amené ces femmes à accoucher sous X. Bon, alors, ces femmes ont généralement et se trouvaient isolées, hein. C'était des femmes qui souvent n'avaient pas de famille pour la soutenir, qui étaient parfois abandonnées par le père. Ce n'était pas le cas de Rosen, mais qui étaient abandonnées Mhm. par le père de l'enfant. Et bon, dans le cas de ma mère, elle était soupçonnée d'adultère. Dans le cas de Rosen, c'était une femme non mariée. Dans le cas de la plupart des femmes qui témoignent, dans les Fantines, elles n'étaient pas mariées. Elles étaient très jeunes, elles avaient eu des petits amis, elles n'étaient pas mariées. Donc la justification, c'était que eh bien, l'enfant, plutôt que d'être élevé par une mère célibataire qui avait fauté, l'enfant serait beaucoup mieux dans une famille adoptive, bien constituée, d'un papa, d'une maman mariée, ayant beaucoup d'argent, ou pas trop, mais ayant quand même, disons, un statut social posé, et pas du tout comme la mère biologique qui se faisait enlever l'enfant. Mhm. C'est vrai que Rosen, c'est un des témoignages qui est repris hein, dans le livre Oui, Les Fantines, l'accouchement sous X. C'est un témoignage qui est pas mal relayé également, j'ai vu dans la presse, puisqu'elle a eu l'occasion également de faire état de son témoignage qui est de fait extrêmement poignant. oui, oui, et Rosen et moi, nous nous sommes connus il y a une vingtaine d'années à une réunion de sous X et nous ne connaissions pas notre histoire, ni l'une ni l'autre à ce moment-là. Et maintenant, nous témoignons ensemble. Nous avons témoigné dans l'émission, ça commence aujourd'hui en janvier, et nous avons pour la première fois évoqué les vols d'enfants en France. Mhm. Puisque pour l'instant, c'est toujours tabou, mais disons que les premiers coups de canif à la loi de l'Omerta ont été portés là. C'est ça. Oui, On le disait, tu es président de la DONX depuis 2007, donc forcément il y a oui, aussi toujours une, euh, une visée politique, à savoir que ce qui est souhaité aussi, c'est un changement de la loi pour faire en sorte peut-être que les enfants, à un moment donné, puissent plus aisément, si les deux parties le souhaitent à tout le moins, renouer avec la mère. Quelle est ta visée politique aussi au-delà du témoignage? alors, nous avons, toutes les associations ensemble, nous avons travaillé à faire évoluer la loi pendant au moins 25-30 ans. De façon vaine, à chaque fois on nous répétait la même chose, on aurait pu avoir des perroquets devant nous répétant sans cesse la même chose d'année en année. Mais, en 2017, nous avons appris l'existence des tests ADN américains. Bon, nous étions tous sceptiques, moi je n'y croyais pas du tout, hein. Quelqu'un m'avait dit, mais tu vas voir, on va retrouver ses origines avec les tests ADN américains. Je n'y croyais pas. Mes amis qui n'avaient pas retrouvé se sont mis à faire les tests ADN pour voir. Et en 2020, on avait compris. Les tests ADN vous permettent de retrouver votre famille à tous les coups. Alors, ça ne se fait pas en claquant des doigts, mais il faut se faire aider par une généalogiste ou un enquêteur qui vont enquêter autour des résultats des tests ADN parce que ce n'est pas simple à lire, hein, et voilà, et qui vont établir l'arbre généalogique de la personne à partir des résultats des tests et qui, dans cet arbre généalogique, vont redescendre jusqu'à trouver ou le père ou la mère ou les deux. Mais je vous assure que maintenant, tous ceux qui veulent retrouver leurs origines les retrouvent grâce au test ADN américain. Un autre miracle. C'est ça, mais quelque part, entre guillemets, c'est pas censé être légal, cette solution, puisque l'accouchement sous X, pour le Mais les moment, Français les font.
Les Français les font. Il y a déjà plus d'1,5 million. La dernière fois, c'était 1,6 million, 1,7 million. On va approcher des 2 millions de Français qui les ont fait. Ce qui fait qu'au départ, en 2017-2018, quand les gens ont commencé à les faire, ils avaient un match, comme on appelle un match, c'est-à-dire qu'on matchait, vous avez des segments avec telle ou telle personne, vous aviez un match ou deux. Là, vous en avez 10 ou 20, vous voyez? Alors, vous avez 0,5 avec telle personne, 1,2 avec telle autre, 2,1 avec l'autre, 1,7 avec... Bon, voilà. Et après, il faut démêler tout cela. Ce sont des personnes qui vous sont, qui font partie de votre famille, à plus ou moins, disons, qui sont plus ou moins proches dans l'arbre généalogique. Et ça, il faut un enquêteur ou une généalogie, sinon vous risquez de vous tromper, hein. Ce n'est pas simple Mhm, mhm. à analyser, hein, bien sûr. Mais ça, je peux vous assurer, tous mes amis qui cherchaient depuis 10, 20, 30 ans, tous ont retrouvé. C'est une bonne Tous. nouvelle, ça. Ah oui, ça a été pour nous comme une révolution, ça je vous assure, hein. Ce qui Ouais. fait qu'autrefois, quand les gens me téléphonaient pour me dire comment vais-je retrouver, ben, on va essayer. Maintenant, c'est pas on va essayer, c'est que on va retrouver. On Mhm. va retrouver. Donc, on retrouve la famille. Maintenant, que retrouve-t-on dans la famille? Tout le monde ne retrouve pas une famille ouverte et bienveillante comme moi, C'est hein. sûr, bien sûr, Ça, je n'ai pas dit ça non plus, hein. bien Il y a sûr. des personnes qui se font rejeter par cette famille et entre le rejet et l'acceptation totale, vous avez toutes les nuances. Mais souvent, même si la mère ou le père ne veulent pas entendre parler de l'enfant, vous avez toujours quelqu'un, un demi-frère, une demi-sœur, des cousins, des cousines, quelqu'un qui va vouloir renouer. Et vous avez toujours des personnes avec qui vous allez pouvoir nouer des liens, que vous verrez, etc. Voilà. Mhm. Vous Très avez toutes bien. les nuances, bien entendu. J'imagine. De toute façon, c'est vrai que ça comporte toujours une part de risque de rechercher dans ses origines, parce que par définition, si le parent ou les parents ne viennent pas à l'enfant et que l'enfant lui prend l'initiative, c'est sûr qu'il ne sera pas forcément, évidemment, bien reçu en contrepartie. Non, mais même s'il n'est pas bien reçu, il connaît son histoire, il sait d'où il est venu, il Mhm. connaît le nom qu'il portait, il sait s'il a des frères et sœurs, il connaît l'histoire de sa famille. Ses zones d'ombre sont comblées et quelque part, il est apaisé. Et ça, c'est démontré par une étude, je crois que c'est l'étude d'UIM, je crois, qui démontre un niveau de satisfaction et une vie bien plus épanouie après avoir retrouvé, que vous ayez noué des liens ou pas. Oui. On peut l'imaginer, bien sûr. C'est vrai que, humainement parlant, connaître ses origines, c'est évidemment fondamental pour essayer quand même d'avoir une vie humaine, je dirais, équilibrée. Euh, Par rapport à l'enquête, Maria-Pierre, je ne sais pas si tu souhaites encore évoquer l'un ou l'autre aspect et éventuellement évoquer la suite de l'enquête et les espoirs précisément. Oui, alors je place beaucoup d'espoir dans la suite de cette enquête qui va concerner cette fois le territoire national, tout le territoire national. Et enfin, je travaille et d'autres y travaillent aussi à ce que le reste de la presse s'empare de l'enquête de Libération et le diffuse le plus possible, de façon à ce qu'on ne dise plus, parce qu'il y a eu un temps où on disait, ah, l'adoption, c'est magnifique, etc. Bon, oh, c'est ce qu'on pouvait penser, bien entendu. Bon, après, depuis, il y a eu des dénonciations assez nombreuses, puisque des personnes qui avaient été adoptés à l'international, comme Céline Giraud ou Colline Fanon, ont retrouvé leur famille au Chili, au Guatemala, en Colombie, et ont découvert que leurs parents ne voulaient pas du tout, comme d'habitude, les abandonner, mais que on avait usé de subterfuges du style vous êtes très pauvres, amenez-nous vos enfants, on va leur faire un bilan de santé gratuit. Vous nous le laissez pour la journée, on fait un bilan de santé gratuit. Donc les parents les donnaient le matin, quand ils revenaient, il n'y avait plus personne.
Voilà, Mhm. ça s'est passé à de très nombreux exemplaires et je connais un tas de personnes à qui c'est arrivé. Donc, cela fait des années que c'est dénoncé et ce rapport sur l'adoption internationale le pointe du doigt cette fois-ci officiellement. Bon, et maintenant, ce que j'espère et qui va se produire de toute façon petit à petit, c'est qu'on va découvrir la même chose pour l'adoption en France et l'accouchement sous X. Oui, c'est ça, Les comme tu pressions disais, exercées. c'est une réalité mondiale et ça revêt un caractère systémique, comme on dit. Voilà, mais je n'ai pas dit que une nouvelle fois, Non, bien il ne faut sûr. pas m'accuser de dire que Mhm. toutes les femmes, voilà, il est arrivé que des femmes abandonnent, bon, mais il y a eu, le problème, ce sont les très nombreux dysfonctionnements, les enfants vendus, les enfants adoptés illégalement, parce qu'il y a eu aussi des enfants qui ont été exfiltrés de l'hôpital dans les jours qui ont suivi leur naissance pour être placés dans des familles adoptives, ce qui est absolument illégal et ne respectaient pas les 2 ou 3 mois de rétractation, de délai de rétractation de la mère. Ils étaient enlevés à la mère, ils étaient placés directement dans les familles adoptives alors qu'ils avaient quelques jours. Mhm. Voilà. Et ça aussi, D'accord. ça s'est produit à de très nombreux exemplaires et j'ai des documents dans ce sens. Bien sûr, mais on est tout à fait d'accord évidemment pour dire qu'il y a des adoptions heureusement qui se passent bien et du coup pour l'enfant évidemment c'est une chance d'être accueilli dans une famille aimante plus une famille adoptive évidemment. Il ne s'agit pas de remettre Bien en sûr. question Mm. en soi la possibilité d'être adopté et d'avoir évidemment quelque part une vie la moins mauvaise possible dans le cadre de cette nouvelle famille, c'est sûr. Oui, bah moi, c'est mon cas. Mes parents adoptifs et moi, nous formions une belle famille, hein. Voilà. Voilà. Mm. Écoute, je te remercie Maria-Pierre d'avoir pris la parole et puis on va suivre du coup l'enquête de libération qui ne fait que commencer. Oui. On va suivre ça de trait en espérant de fait que ça fasse stage d'huile et que il y ait réellement une volonté de mettre les choses à plat puisqu'il s'agit quand même, tu l'as dit tout à l'heure, de trafic d'enfants, donc c'est quand même une situation extrêmement grave. Oui, pas seulement trafic d'enfants, les mères aussi. Donc, c'est un trafic d'êtres humains au niveau Mhm. mondial. Et oui, ouais, ouais, D'accord. malheureusement, malheureusement. Je te remercie. Merci. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Merci.